Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle interview PMS avec aujourd'hui un invité d'honneur, un petit phénomène comme j'aime l'appeler, un jeune joueur mais qui a déjà beaucoup d'expérience en fait, qui ne chôme pas dans le travail et dans le fait de gravir les paliers. Lui, il fonce, il fonce tête baissée, puis il réfléchit après pour voir un peu ce qui a amélioré tout ça et j'adore ça. J'adore les gens comme toi, Yolan, qui attaquent avec détermination, avec opportunisme parfois, avec des ambitions en tout cas, ça fait toujours rêver. Salut Yolan et bienvenue dans cette interview. Salut Laurent, merci pour cette présentation florissante et bonjour à tous aussi du coup et ravi de pouvoir faire cette interview avec toi. Ouais, donc bon, on se connaît maintenant depuis un petit moment, tu as fait la formation PMS, tu as fait deux séminaires je crois que j'ai fait et un J'en chez ai fait Papa, deux. ouais c'est ça. Et au début tu étais un jeune joueur de mémoire NL25 il y a 3 4 ans, NL25, NL50. Ah, il y a 4 ans, ouais, Il y a c'est 4 ans, ça. ouais. Je Et suis rentré en PMS, j'étais en 25. Ouais. le deuxième, donc 2 ans plus tard, un truc comme ça, bah, t'étais un joueur de 1K, voilà, donc un truc comme ça. Enfin, Exactement. on va parler un petit peu de tout ça. Donc, moi, bah, je suis ravi de t'accueillir parce que bah, tu as beaucoup de choses à apprendre aux gens qui vont nous suivre. À chaque fois que je discute avec toi, ce qui me fascine chez toi, c'est la vitesse déjà à laquelle tu réfléchis, qui montre une belle qualité d'intelligence. C'est le fait que tu as des ambitions, tu mets les moyens qui vont avec, tu avances, tu vas à l'essentiel, etc. Est-ce que ça résume un peu ta personnalité? Franchement, ça résume bien ma personnalité. Je me faisais la réflexion déjà assez récemment parce que j'ai invité ma copine en vacances et je me demandais si je préférais pas être seul, mais pas au sens de j'aime pas la compagnie des gens, etc. Mais c'est plus dans le sens où j'ai une personnalité qui me fait tendre un peu plus vers, tu sais, avoir un petit cocon et travailler dans ce cocon-là. Et au final, ce que je préfère, c'est toujours me donner à fond dans un truc et négliger le reste. Et ça se voyait déjà quand j'étais au collège-lycée. En vrai, il y avait deux matières que j'aimais bien, où je bossais pas mal et j'avais des bien meilleures notes. C'était les maths et sport, en Mhm. gros. C'était les deux matières où j'investissais et le reste, j'en avais rien à faire. Donc en fait, mes bulletins, ils ressemblaient à, bon, bah, en maths, c'est super, mais par contre, dans tout le reste, c'est nul à Résultat chier. hétérogène. Exactement, c'est les classiques hétérogènes. Genre, c'est exactement ça. T'as fait du Et hand à après, un certain niveau aussi? exactement, ouais. Bah, toi aussi, Donc, tu as fait du hand en bah, plus. on, Donc, on en avait parlé, donc t'as cet ouais. esprit de compétition qui t'anime Ouais, depuis, c'est ça, j'ai fait quand depuis même du longtemps. hand je suis pendant 11 ans, 11 et Ouais. 12 ans. Mhm. Ça m'a beaucoup appris. Je trouve que faire un sport à haut niveau, c'est vraiment très formateur, surtout au niveau de la discipline que Mhm. tu acquéris. Mhm. La méthode de travail, entre guillemets, même si bon, bah, poker et hand, c'est pas la même chose. Et l'envie de devenir meilleur. Tiens, on va rentrer Ouais. rapidement dans le vif de sujet comme tu aimes bien le faire, comme j'aime bien le faire. Tu parles de Allez. méthodologie de travail. Quelle est pour toi aujourd'hui une méthodologie de travail bah, que tu trouves performante? Ok. Bah, déjà, j'ai la chance d'être bien placé pour en parler, parce que, comme si j'ai un record du monde en mémoire. Donc, je me suis Oui, investi dans on va en parler. Ouais. le monde de la mémorisation, on va dire, il y a 2 ans. Maintenant, c'est un truc que j'ai mis un peu plus en stand-by. Et ça m'a vraiment intéressé de performer, comprendre les rouages. J'ai vu que j'avais déjà une très très bonne mémoire, surtout mémoire visuelle. Mhm. Et c'est un truc que j'ai beaucoup développé. Et c'est quelque chose qui m'a énormément servi dans le poker, que ce soit au travers de mon travail hors table, au niveau de la pédagogie que je peux offrir. Alors, c'est quoi ton record de mémoire? C'est Et 547 images en 5 minutes. D'accord. Donc ça, c'est un record du monde. Exactement. Si tu tapes Yolan Cohen Memory, normalement, tu vas Bon, sur IIM Competition, c'est le site alors, international officiel de voilà. mémoire. Alors, quelle était ta méthodologie justement pour devenir champion du monde de mémoire? Alors, premièrement, c'est de regarder là où je suis bon et de voir ce que j'aime. Et c'est exactement ce que je fais pour le poker, on en parlera. Donc, j'ai regardé, ok, j'ai regardé toutes les catégories. Il y avait les noms, les visages, où j'étais pas très fort, mais avec l'entraînement, ça allait. Il y avait les mots, les cartes et les nombres. Les cartes et les nombres, c'est des trucs que je détestais parce qu'en gros, il fallait apprendre c'est un peu technique, mais il fallait apprendre un millénium. Donc, c'est correspondre un chiffre à une image pour ensuite, dès qu'on voit, par exemple, si jamais les gens L'un ont ou beaucoup de l'autre, tu nombres, fasses un l'association, bruit. quoi. Exactement, c'est une association classique. Et bah, ça, genre, les apprendre et le faire extrêmement vite, c'est un truc qui est extrêmement chronophage, je déteste le faire. Et il y avait du coup les mots, les images. Bon, les mots, c'est pas très fort et j'aime beaucoup. Et les images étaient forts et j'aimais beaucoup. Donc j'ai fait, ok, je vais give up le reste, je vais faire que des images. Donc moi, quand j'arrivais aux compétitions, les gens, ils étaient focus sur tout. Moi, à la limite, si j'étais en train de sécher, je faisais même pas les épreuves. Et juste, j'arrivais dans mon épreuve et je dégommais tout. Ça a été mon plan. Et du coup, je me suis entraîné plusieurs heures par jour.
Et j'ai essayé, un peu comme dans le poker, en fait, j'ai essayé d'innover parce que je savais que les techniques qui étaient utilisées, elles n'étaient pas assez efficientes. Et tu vois, à mon échelle, je pense que tu connais l'anecdote, tu connais bien mieux que moi le nom de la personne. C'est le mec qui arrivait avec un saut en hauteur qui est différent. Euh, Un saut en hauteur qui est c'est pas différent. Fizbury ou... Ah, Fosbury, oui, oui. Bah, la ouais, ça technique doit du être ça. Fosbury où il partait en dos, alors Exactement. qu'avant on était en ventral. Exactement. Et là, c'est un peu ce que je souhaitais faire cette fois-ci. Donc, je me suis demandé comment trouver ma technique à moi qui marche. Et au lieu de... Parce que pour la plupart des compétiteurs, dont le champion du monde qui était mon coach et qui est aussi un ami à moi qui s'appelle André Mouzy, en fait, les images, tu les mets dans un palais mental et Ouais. après, tu te remémores ce que tu as appris et ensuite tu l'utilises. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on peut utiliser dans le poker, on en reparlera. Et Alors du coup, j'ai... pour expliquer un petit peu un palais mental, très Ouais, rapidement, moi de ce bien. que j'en sais, c'est que tu imagines en fait une espèce peut-être de lieu que tu aimes avec toutes les différentes pièces et dans chacune des pièces tu mets justement une image que tu peux déformer pour qu'elle soit choquante et comme ça ton cerveau s'en souvient bien. Ouais, c'est ça. Plus ou moins ça. Ouais, c'est Vas-y, ça. vas-y, comment tu affinerais cette idée-là? Euh, là, ce que tu viens de me dire? Ouais. Alors déjà, il faut que ce soit compartimenté et à échelle humaine. Genre si par exemple tu euh, je prends un hangar par exemple, comme il n'y a pas de différence entre une zone du Il n'y a pas de hangar, pièce quoi. ouais, c'est Ouais. ça. Faut que Hmm, déjà ça soit compartimenté, hmm, faut que ce soit des pièces, faut que ce soit un lieu qu'on connaisse parfaitement, qui hmm. fasse sens pour nous. Et au niveau des images, pas forcément besoin qu'elles soient choquantes, faut qu'elles soient soit amusantes, soit choquantes, ça peut être le mot, Oui, c'est pas soit choquant également qu'elle soit étonnante, bizarre. Et ça exactement, active ouais, un biais c'est le mot, cognitif qui fait que ton c'est cerveau, ça. en fait, s'en souvient mieux. Après, à très haut niveau, tu n'as pas forcéément besoin que ce soit choquante, parce que D'accord. après, au bout d'un moment, tu en fais tellement Ouais, qu'en fait, t'as des pré-associations. ouais. Donc, typiquement, dans les images, tu as plein d'images au hasard, peut-être on pourra montrer à quoi ça ressemble. Et typiquement, au plus tu les fais vite, et au plus tu as des pré-associations, un peu comme au poker, au final, tu as des automatismes pré-flop qui se construisent, tu as des automatismes de stratégie. Bah là, c'est pareil, t'as des pré-liens. Du coup, ce que j'ai voulu faire, moi, c'est changer. Et au lieu de faire ça dans un palais mental, en fait, je faisais des micro-palais mentales que je visualisais directement sur l'écran. Que ça me permettait non pas d'y penser, parce que ça as un temps de décision entre je pense à par exemple une Hmm, pomme que je place hmm. dans un palais mental, ça va prendre un temps de décision. Alors que là, la pomme, elle est directement sur l'écran et je vais uniquement chercher à la faire interagir avec l'élément numéro 2. D'accord. Et tu Donc crées voilà. des associations et tu voyais du coup l'image. Pour rester simple, ouais, c'est ça. En fait, tu Comme tu es un fais garçon visuel, le fait de voir l'image, pour toi, tout de suite, c'était impactant, quoi. exactement, mais les images, il fallait les lier. Il fallait les lier. Ouais, Et bien des fois, sûr, il ouais. faut les lier par deux, parfois par quatre. En fait, ça va dépendre de la première carte et des prestations Hmm. un peu couillées. Mais bref, du coup, je suis arrivé avec cette méthode-là. Au début, ça ne marchait pas du tout. Mais j'ai train. Et au bout d'un moment, j'ai vu que mes scores, ils commençaient vraiment à devenir très élevés. Et j'ai battu le record du monde en 2021, octobre 2021. Je l'ai rebattu ensuite en décembre, du coup en Suède, où je suis monté à 547. Et le deuxième est à 460. C'était le champion du monde. Ça a été battu d'ailleurs par une Belge. Maintenant c'est 478, mais je suis toujours loin devant, donc ça va. Bon. Et ça m'a beaucoup aidé pour le poker. Alors, je vais faire Justement, la en quoi ça t'a transition. aidé? En quoi tu utilises? Est-ce que tu utilises cette technique aujourd'hui? Je vais faire le parallèle avec quand tu fais de la musculation. Vous voyez, je ne fais pas non plus une tonne, mais quand tu fais de la musculation et que tu soulèves beaucoup d'haltères, en fait, tu vas devenir plus fort et tu auras plus de force pour soulever une valise, par exemple. Bah là, c'est un peu pareil. J'ai amélioré ma mémoire dans un domaine très précis, mais c'est en fait ma mémoire au global qui va s'améliorer même Ouais. sur d'autres domaines. Hmm. Et au poker, là où ça m'a beaucoup aidé, c'est que maintenant, je peux regarder une sim sur Wizard et si tu me le demandes dans un mois, je suis sûr à 90% de pouvoir te la Ouais, ressortir. C'est ouais, pas ouais. magique non plus, hein. Hmm. Ça a été beaucoup d'entraînement, etc. Mais globalement, si jamais je... Alors, je peux pas te dire chaque combo exact, c'est impossible. Mais si jamais je regarde un truc précis, comment doit jouer mon combo, comment on doit avoir les signes dans ce spot, en fait, sans technique, j'arrive à peu près à m'en souvenir, parce que j'ai tellement formé mon cerveau à ça, Ouais. que du coup, ça m'a été utile. Et forcément, bah, c'est super utile parce que tu te souviens plus facilement des notes que tu as pris. En live, on en parlera, mais c'est encore plus utile parce que tu te souviens bien mieux des dynamiques avant. Mhm. Ok. Et, euh, et juste globalement, ça te fait devenir un meilleur joueur de poker parce que tu as une plus grande mémoire et une meilleure expérience qui construit au fil du temps de tel ou tel spot en fait. Hmm. Globalement, ça s'explique par la densité de tes réseaux neuronaux responsables de la mémorisation, qui, toi, à force d'avoir été travaillés, sont aujourd'hui bien plus épais, et tu crées des connexions beaucoup plus facilement liées en fait à Ouais. une fluidité d'échange d'informations, etc. Et plus ou moins, après, il y a également d'autres techniques. Tu vois, par exemple, si jamais tu es sur le solver. Déjà, faut avoir une structuration au niveau de ta mémoire. Et on ne peut pas tout mémoriser. Donc la première question, c'est qu'est-ce que tu mémorises? Hmm.
Typiquement, les settings qui sont pas utilisés ou genre moins de 2% du temps, bouf, ça part à la casse, j'utilise pas. Ensuite, au niveau des codes couleurs, je vais avoir des couleurs qui sont un peu plus optimales. Donc globalement, il faut varier les teintes. Il faut que les couleurs soient sur des spectres différents pour des actions différentes. Mhm. Le problème de Wizard, c'est qu'en fait, le call et le fold, Mhm. les deux couleurs sont trop proches. Mhm. Donc, pour le cerveau, c'est beaucoup plus difficile Mhm. de faire les liens entre bleu et vert que bleu et rouge, par Mhm. exemple. Mhm. Genre bleu, rouge, est une couleur qui est vraiment différente, ou en tout cas qu'on trouve différente. Et il y a également ça, et aussi au niveau des fréquences, par exemple, je vois trop de joueurs qui apprennent des fréquences, ça ne sert strictement à rien, même Mhm. les pourcentages de bet sizing, c'est même pas ça qu'on va prendre. Ce Mhm. qu'on va prendre, c'est des zones. Donc typiquement, moi, sur Pio, tu pouvais faire l'option, sur Wizard, tu peux également le faire, c'est que chaque combo, dans chaque spot, ça va être soit pris 0% du temps, soit 25, soit 50, soit 75, soit 100. Et on pourra même faire 0, 50, 100. Et même si c'est pas précis, au niveau de la simplification du Bien processus de sûr. mémorisation, Mhm. c'est énorme. Tu C'est perds vraiment un peu littéralement. d'edge sur peut-être la précision de truc, mais t'en gagnes tellement sur l'utilisation Exactement. et sur ta strat Exactement. générale, quoi. Donc là, je reconnais déjà une capacité que tu as qui est assez énorme. Quand tu as décidé d'aller là-dedans, tu t'es focus sur un truc que t'aimes et t'as mis de côté le reste, et ça a fait la diff. Donc on appelle ça de l'essentialisme. Et de l'autre côté, cette histoire de focus, on le retrouve aussi. Tu te focuses sur le plus important, en fait, dans la cime et machin. Tu mets de côté un peu on va dire le non essentiel. Et toi, voilà, tu vas vraiment sur ce qui compte le plus. On pourrait parler de loi de Pareto, 20-80. Bah, toi, tu vas vraiment Exactement. dans ce qui compte. Et c'est ce que j'ai fait au poker quand j'ai commencé. Tu vois, tu m'as introduit en disant que je suis passé de la 25 au high stakes en 2 ans. En soi, avant la 25, j'avais 2 ans uniquement de théorie derrière les pattes. Donc en Hmm. fait, c'était juste que Tiens, j'avais pas encore justement, bien appliqué en pratique. parle-nous un peu de ton parcours. Fait combien de temps que tu joues et Allez. aujourd'hui, t'es allé jusqu'où? Alors j'ai commencé le poker quand j'avais 16 ans. Donc j'étais toujours en train de jouer au hand. J'ai commencé T'en as à quel m'entraîner âge? en... T'en as combien aujourd'hui? J'en ai 22. Ouais, Ça passe voilà, c'est vite, hein. ça, hein. C'est fou. Ah, Tu vois, 6 ans, ah, c'est fou. tu pourrais être mon Euh, fils. Oh, c'est fou, c'est encore plus fou. J'adore la Oh là grimace là. que t'as fait, merci, ça me fait plaisir. Non, 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 mais c'est pas ça, Non, mais je je me déconne, dis, ouais. le temps, il passe vite quand même. Ah bah, Et, du coup, ouais, j'avais 16 ans, j'étais en train de... Alors, je dis m'entraîner avec la 3 division, parce que je pourrais dire jouer, mais en fait, j'étais sur le banc et je jouais pas. Je n'ai même pas joué une seule minute, je crois. J'étais, du coup, en première. Et lui, ça se passait vraiment pas très bien, parce qu'à part les matchs, j'aimais rien. Vraiment, j'allais vraiment en cours. Genre vraiment le dos penchant vers le sol, vraiment par dépit. Chaque matin, je me demandais pourquoi j'allais là. manque En de plus, sens. je commençais à apprendre un peu à apprendre genre, les techniques de mémorisation et je savais très bien que ce que j'apprenais là, je pouvais absolument jamais le retenir dans 2 3 ans. Ouais. Donc je savais que ce que je faisais ne servait à rien. Hmm. Et du coup, j'étais vraiment, j'étais pas dans une bonne situation, j'étais pas très heureux, quoi. Hmm. Et par hasard, je découvre le poker. Et là, du coup, je décide de m'y mettre à fond directement. Je me rappelle même de ma première main, j'étais au bouton sur une app Play Money. J'avais 10-6 de carreau. J'ai relancé, ils ont fold. Première main, j'ai relancé, j'ai même pas limité. Pouah, déjà du génie dans les mains. Non, vraiment, première main. Après, j'ai regardé poker, je suis tombé sur une vidéo virale, je fais, ok, c'est bon, je sais ce que je vais faire 100%. Parce que je me rappelais qu'on pouvait être joueur de poker pro, mais c'est pas un truc que tu penses tous les jours. Ouais, on s'en rend pas compte, mais le poker, c'est vraiment un microcosme petit. Tu te lèves pas un matin et dis, allez, je suis joueur de poker professionnel. Mais Faut quand tu dis ça connaître aux le gens, ils poker, te connaître les regardent, faire, ah règles. bon, c'est possible? Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, ça me permet de faire une bonne transition sur mes parents qui forcément l'ont pas très bien pris. Moi, j'ai une famille assez tradie où mes deux parents, ils ont fait des grandes écoles, des grandes études, pareil. Et ils s'attendaient un peu à ce que je fasse ingénieur. Et je disais que je voulais faire ingénieur, mais quand je le disais, je sais pas Je pourquoi je le savais que t'allais disais, pas le quoi. faire. C'est ça, je savais que j'allais pas le faire. Et du coup, quand j'ai dit ça, bon, forcément, c'était la grosse douche froide pour mes parents. J'ai pas eu de soutien du tout au début. Et ça a été Et aussi aujourd'hui, un d'ailleurs, c'est élément. intéressant. Bah, aujourd'hui, ça se passe forcément mieux parce que quand tu vois des résultats Hmm. réguliers, ils sont beaucoup moins suspicieux, ils ont un peu plus compris aussi. Et maintenant, ça s'est beaucoup mieux amélioré. Et aussi, en fait, je leur en veux pas parce que ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour Bien moi. sûr. Donc, je peux pas leur en vouloir. Si c'était bienveillant, Ouais, bah, évidemment. on est sur deux. Enfin, tu sais, en Des plus que systèmes moi, de on sait référence faire la complètement différents, ouais, tout à fait. ouais, c'est deux Pour la générations qui sont petite complètement. histoire, ben, j'avais discuté avec ta maman. C'est vrai. Tu m'avais pris un Bah, coaching, mais pour ta maman, pour lui montrer que c'était pas du fake en fait, qu'on pouvait être pro au poker et qu'il n'y avait pas que du bullshit et que des conneries derrière tout ça et qu'il y avait des gens un peu normaux aussi qui réfléchissaient tout ça. ouais, c'est ça. Et je me rappelle, on a fait ça parce que c'était toujours à l'époque où elle pensait qu'en fait, on ne pouvait pas être pro. C'est Hmm. comme la roulette. Forcément, ça prend beaucoup de temps à expliquer. Ouais. Mais en Donc plus, en ça n'a pas aidé 6 parce ans, que t'es passé de là
aujourd'hui, t'as la limite la plus chère auquel t'es joué? Oh, c'est la... Bah, je vais dire 5K. En fait, j'ai joué en 10K, mais j'ai pas joué une tonne de mains. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première main que je joue en 10K, c'est sur GG. Je suis en big blind. En gros, je perds un flip running twice. Vraiment absolument première main. Et Ah ça m'a ouais? vraiment beaucoup, je me rappelle, ça m'a beaucoup frustré. Je m'étais dit, putain, c'est pas juste. Tu vois. Genre, ça pourrait bien se passer, etc. Et genre, je perds mes deux buy-in de 5K en une main. Mais, euh, mais bon. Vraiment, même des défaites That's the game. pour apprendre. Alors aujourd'hui, tu es responsable de Poker University. Donc Exactement. c'est une école quelque part pour apprendre les bases du cash game, et pas forcément que les bases. Ça s'adresse à quel type de joueur Ah, c'est quand même les joueurs qui sont confirmés. Les joueurs D'accord, qui soient soit être semi-pro, soit pro, soit des joueurs quasiment un tiers, 40% de joueurs qui sont déjà pro, hein, et qui veulent juste gagner plus. d'accord. Donc globalement, on n'est pas on n'est pas pour les débutants, Ouais. on va dire. Vous avez combien de Mm. coachs chez vous? On en a 12. En fait, on a une section donc spécifique pour le live et spécifique pour le cash game. On a à peu près, on a plus d'une dizaine de coachs. Dans les coachs, il y a SLD, Duc Duang, Akus, moi, et plein d'autres très bons coachs que je vais pas citer parce qu'il y en a pas mal. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que le format de coaching qui était fait actuellement, il n'était pas optimal. Et je l'ai basé en fonction de mon expérience que j'avais quand j'étudiais les jeux. J'ai beaucoup étudié avec Ronnie Tons. Et le problème de Ronnie Tons, c'est que tu n'as aucune interaction avec les coachs. Ils répondent pas à tes commentaires et c'est que des vidéos. Bah, il manquait vraiment cet aspect d'interaction et tu n'avais pas d'interaction avec les autres. Tu avais un forum mais tu n'étais pas très actif, etc. Et donc, ce qu'on a voulu créer, c'est une structure améliorée, disruptive comparé au modèle qu'il y a déjà. Et donc, du coup, ce qu'on permet aux joueurs, c'est en fonction d'une trame qui est déjà définie à l'avance pour lui permettre de progresser le plus possible en fonction de son niveau, parce que forcément, les coachings ne sont pas les mêmes. Il rejoint un groupe de joueurs qui est motivé, qui a les mêmes objectifs que lui, qui joue similairement, qui joue à peu près les limites similaires, lui faire accéder à plusieurs coachings par semaine. Actuellement, on en a 6. Le but, c'est que ça s'adresse aussi aux joueurs qui ont des travails à côté, qui veulent se professionnaliser ou qui veulent se semi-professionnaliser. Donc, tous les coachings ne sont pas obligatoires, mais globalement, il y a un coaching théorique que je dispose moi et des coachings pratiques sous forme, c'est très variable, League Finder, review d'un joueur, H-review, review des proprement du coach. Il y a énormément de formats. Au travers de ces formats-là, si jamais la personne, elle peut en voir deux, elle en voit deux. Si elle veut tryhard et voir les 6, elle en voit 6. Voilà. D'accord, top. En plus de ça, je finis juste là-dessus. En plus Vas-y, de je t'en ça, prie, je t'en prie. sur l'aspect changement comparé au ce qu'il y a déjà, c'est que les élèves, ils ont accès à une conversation, il n'y a que et tous les coachs, et Hmm, ils peuvent poser les questions instantanées et on garantit les réponses sous hmm. 24 heures. Et comme ça, on a cet aspect individualisé et collectif. Alors, quel est le profil du joueur qui avance très vite par rapport aux autres, selon ton expérience de coach? Je pense que il y a eu un discours qui est revenu souvent ces dernières années, c'est qualité au-dessus de la quantité. Mais en soi, je suis pas forcément tout le temps d'accord. Parce qu'en soi, une personne qui fait un apprentissage qualitatif, et j'aime bien prendre cet exemple-là au niveau d'une langue, par exemple, imaginons que tu vas prendre l'espagnol, par exemple. Bah, une personne qui habite dans le pays, qui fait ça 10 heures par jour, elle va plus progresser qu'une personne qui fait ça 1 heure avec le meilleur coach du monde. Et donc pour moi, il faut lier les deux. Je dis pas qu'il faut faire de la quantité comme un bourrin. Mais moi, ce que j'avais fait et ce que je vois sur les joueurs qui réussissent, ils en font juste plus que les autres. Vraiment, il y a l'aspect quantité qui rentre en compte. Deuxièmement, il y a l'aspect réflexion. C'est probablement un truc qui est extrêmement sous-coté. C'est que les joueurs qui progressent plus, c'est les joueurs qui réfléchissent par eux-mêmes. Et moi, des fois, vous pouvez le voir aussi dans mes vidéos, en fait, je prends énormément de temps à chaque fois dans mes réflexions, dans toutes les décisions, parce que je sais que c'est en faisant ça que je progresse et que je deviens meilleur. Et il y a beaucoup de joueurs qui vont un peu trop chercher la réponse à droite à gauche, Hmm. ils vont passer leur HH, pas leur thinking, ils vont prendre la correction. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre ses propres thinking en avant, regarder là pourquoi on a fait des erreurs, etc. Et ensuite demander conseil. Hmm. Et ça, c'est les deux choses les plus importantes. D'accord. À Euh, contrario de ça, quel est peut-être le profil de ceux qui sont bloqués selon toi? et ça allait rejoindre ce que j'avais dit là. Les profils de ceux qui sont bloqués, pour moi, c'est des gens qui savent pas quoi faire. Par exemple, moi, quand j'ai étudié sur Runitons, des vidéos, je sais même pas combien j'ai dû en voir. J'ai dû en voir plus de 1000, honnêtement. Et il y a plein de vidéos qui servaient littéralement à rien. J'ai perdu mon temps. Et il y a beaucoup de gens, au final, ils font des trucs qui servent pas à grand-chose. Ils ont des mauvaises méthodologies de travail.
ils sont pas assez, ils n'ont pas de structure tout simplement, ils sont pas avec d'autres gens. Et donc du coup, ils échouent non pas parce qu'ils sont pas motivés, mais ils échouent parce qu'il n'y a pas de guideline précise Hmm, pour accéder au poker. Et c'est hmm, du coup ce qu'on a voulu créer avec Poker University. Je ouais. prends l'exemple de quelqu'un qui devient médecin. Bah, les étapes pour devenir médecin, elles sont très claires. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est clair. Tu passes ton CAPES, tu fais tes 10-12 ans, et ensuite tu es médecin. Voilà. Mais pour devenir joueur de poker professionnel, tu fais pas. Il n'y a pas de Mais c'est guideline en ça, fait. parce que tu sais pas quel coach voir. Après, tu sais, le coach il peut être bon, mais il y a un biais en fait qu'on appelle de mémoire, ça va m'échapper, c'est un peu la malédiction du savoir, qui t'explique que quand tu deviens hyper compétent, en fait, tu oublies progressivement les étapes par lesquelles tu es passé. Ça devient compliqué de te mettre dans la peau d'une personne qui a à apprendre, parce que pour toi c'est évident. Et donc peut-être que lié à ce biais cognitif, il sera pas un bon pédagogue, il sera bon joueur, mais pas bon pédagogue. Et c'est ben, compliqué de trouver à la fois un bon joueur qui soit encore en activité, donc encore compétent, encore dans la vague, on va dire, qui soit en Hmm. même temps bon pédagogue et qui te propose une structure qui soit intéressante. Donc la tienne, je sais qu'elle est déjà de qualité. C'est très difficile. Moi, je sais que c'est une des reproches que vous faites et où il y a plein de coachs qui sont meilleurs que moi. C'est que pour coacher vraiment les joueurs qui sont vraiment sur des limites basses, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a plein de choses pour moi qui sont acquises Hmm, et j'ai du mal à voir ce qui n'est pas acquis. hmm, Alors que les limites que j'ai pu coacher, c'est la 50-100 en haut. Bah, je sais, autour de ces limites-là, je sais les ligues, je sais comment les corriger parce que bah, je suis passé par beaucoup de joueurs coachés. hmm. Par contre, pour des limites inférieures, bah, c'est pas. Alors, il y a plein de coachs dans la structure qui sont beaucoup plus compétents que moi et c'est pour ça que c'est des limites que moi je coach un peu moins. C'est des limites, c'est compliqué en fait d'être pédagogue, hein, tout Ouais, simplement. de te remettre Donc, en fait ouais, dans la peau de la c'est ça. personne qui a des blocages et toi tu comprends même plus pourquoi elle a ces blocages. Tu me fais tout de suite penser en fait aux travaux d'Anders Ericsson sur la pratique délibérée quand tu me parles de quantité et de qualité en fait sur la méthodologie d'apprentissage, le temps de travail, etc. Effectivement, lui c'est l'expert en fait c'est le scientifique le plus érudit et le plus reconnu internationalement sur le domaine de l'excellence, peu importe le domaine. Comment on fait pour tendre vers l'excellence? Et lui montre que, en fait, quand on devient un expert, peut-être 3 à 4 ans de poker derrière nous, la méthodologie d'apprentissage peut amener 2 fois plus de résultats par rapport, si elle est élaborée, par rapport à une autre pratique, en fait, qu'il appelle, lui, naïve, sur lequel tu vas passer peut-être 50 heures et l'autre 50 heures, ben, tu as 2 fois plus de résultats parce que tu te focuses sur le plus important avec une structure, avec un cheminement, avec une méthodologie de révision, d'apprentissage, etc. 2 fois plus de résultats en passant exactement le même temps. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir un super process. Moi, c'est ce que j'enseigne dans PMS, hein, pour faire un petit peu de pub Mm. aussi pour PMS. Voilà, comment on fait pour développer de la pratique délibérée dans le poker. Et ça, c'est vraiment important. Si on regarde un peu ton cheminement à toi, quelles sont les erreurs que tu as faites tout au long de ton parcours? Moi, je suis pas assez fait accompagner. Ok. Pas forcément coacher. Le coaching, c'est quelque chose de spécifique et il y a plein de joueurs à certaines étapes, ils n'en ont pas encore besoin. Mais je m'étais pas fait assez accompagner. J'étais dans des groupes de travail, c'était soit trop mou, soit des joueurs qui étaient moins bons que moi. Et c'est un peu le problème, c'est que j'ai pas eu de mentor. J'ai pas eu de mentoring, j'ai pas eu de. Je suis pas fait coacher aussi. Ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs. Parce que si la personne veut s'amuser, qu'elle n'a pas des objectifs de revenus avec le poker, bah, prenez pas de coach, ça ne sert à rien. À partir du moment où tu sais que tu veux vraiment en faire ton métier ou tu veux vraiment performer dedans, pour moi, c'est indispensable. Et je sais qu'en France, il y a un peu. Et ça, c'est qu'en France, hein, c'est pas partout dans le monde. Il y a un peu cette appréhension, tu vois, au coaching. Et même si, bon, elle peut être parfois légitime, dépendant de qui coach, au final, ça reste quand même giga important. Et je connais aucune discipline où t'as pas de coach. Aux échecs, tu commences, c'est un coach. Si tu veux être à fond dedans. Les maths, t'as un prof. Le hand, t'as un coach. Et je vois pourquoi au poker, tu vois, part de coach. Surtout le poker, qui est quand même une discipline extrêmement. Où il y a énormément d'humains qui rentrent en compte. Ouais. Donc, Justement, si on parle un peu d'humain, moi je te rejoins, mais 1 milliard de % sur le fait de se faire accompagner. T'as pas eu de mentor? Moi je te connais maintenant depuis 4 ans via PMS. Quel est toi maintenant qui est expert au poker en fait? Quand je dis expert, tu es régulier à Hashtag, donc quelque part tu es, expert. Euh, Quelle est la part selon toi, pour toi déjà, de la dimension mentale par rapport à la dimension technique ou stratégique? mm. Je pense que mental, il faut dissocier deux choses.
c'est un peu mindset et mental. C'est peut-être pas les mots les plus précis, mais je vais t'expliquer, tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense que il y a, quand tu commences au poker, donc la façon dont tu vas mettre en œuvre ton objectif et le mindset que tu as autour, donc la volonté que tu vas avoir, la motivation que tu vas avoir, la discipline que tu vas avoir, l'état d'esprit général que tu as overall, que tu veux réussir ou pas. Donc tu as ça, et tu as le mental ensuite qui va être la résilience, euh, la patience, etc., etc. Le premier, pour moi, il est capital. J'ai même quasiment envie de dire plus important que le second, parce que si tu l'as pas, tu vas pas réussir. Genre, si tu vas, J'ai mec, envie de tu vas dire un que peu en dans le mode premier, de ce que j'entends chez toi, en fait, c'est un peu la détermination que tu as à aller à un endroit qui te semble voilà, clair et qui a du sens pour toi. Et à partir du moment où tu as cette putain de détermination, quelque part, bah, tu te relèveras et tu avanceras et tu continueras. Donc déjà, savoir vraiment où tu as envie d'aller travailler, bah, pourquoi c'est important pour toi d'aller là-dedans, et après d'activer bah, des leviers de motivation, de détermination, voire en fait même ils seront naturels parce que tu seras sur un chemin qui fera du sens pour toi. Et pour moi, ça, c'est vraiment giga important. Et au début, c'est peut-être limite un peu plus important que la technique. Alors, la C'est technique vraiment devient étonnant pour... ce que tu dis parce qu'on entend vraiment des coachs qui disent un peu l'inverse, dans le sens où au début pour eux l'apprentissage technique va être hyper important, mais si on parle de méthodologie d'apprentissage, tu vois, cette même technique, tu peux l'apprendre d'une mauvaise façon et finalement stagner, alors que si entre guillemets tu travailles ta méthodologie d'apprentissage, donc une partie du mental, ben, cette même ben, connaissance technique, tu vas bien mieux l'intégrer. Donc toi tu sembles dire que c'est super important au début, alors que d'autres disent que c'est plutôt important plus tard. Au tout début, c'est ultra important. Après, au début, quand tu commences à être dans le processus et que tu as déjà fait cette étape-là, c'est moins important. Hmm. Et Et la aujourd'hui, pour technique toi, reprend le qui est dessus. Reg High Tech, est-ce que tu as le sentiment que En ça a fait, le encore temps une... que tu vas, le temps que tu vas associer à la technique, il va être plus important que le mental. Donc, au prorata des importances, les deux vont, les deux vont se, comment dire, les deux vont se mettre dans le pourcentage du temps que tu passes au mental et aux techniques. Mais pour autant, les Tu deux sont passes combien de indispensables. temps, toi? Enfin, bon, on va pas faire de faux semblants. Je continue à t'accompagner. Tu viens de rejoindre le groupe Exactement. sur l'excellence, Power Exactement. Coaching Excellence, parce que bah, j'imagine que tu penses il y a encore de l'importance pour toi à aller chercher des limites intérieures plus grandes. Une méthodologie d'apprentissage, de l'énergie, de lever des doutes. Ouais, exactement. Et puis moi, j'ai pas été très. Je suis vraiment pas un expérimental. Je me trouve même pas spécialement bon. Et j'ai tendance à compenser le mental par de la technique. D'accord. En me disant, ce qui est pas forcément toujours une bonne chose, mais en me disant, si je suis vraiment très bon techniquement, ça va surcompenser les entre guillemets faiblesses mentales que j'aime. Ouais. C'est On pas travaillera forcément vrai. là-dessus, tu verras. Mais Je sais que c'est pas vrai, hein, mais ouais. ouais, parce que cette idée peut pousser au perfectionnisme toxique, où en gros, bah, comme si, tu vois, je vais donner une métaphore pour que tu comprennes bien. Tu gagnes 100 000, ouais, quand j'aurai gagné 100 000, je serai sécurisé intérieurement. Puis tu gagnes 100 000, peu importe. Et là, il y a une partie en toi qui dit, vas-y, il faut que je gagne 500 000, je ne sais pas pourquoi. Tu arrives à gagner 500 000. Alors, ce sont des chiffres colossaux hein, pour ceux qui nous écoutent. Peut-être que, voilà, c'est vraiment un titre d'exemple pour montrer à quel point, en fait, cette partie perfectionniste en nous peut être comme un hamster dans sa roue et tourner indéfiniment en fait. Donc tu gagnes 500 000 et finalement tu dis ouais mais ça serait mieux si je gagne 2 millions, là je serais vraiment sécure. Puis tu gagnes 2 millions, hein, moi je les ai pas hein, bien évidemment, mais peut-être que tu vas dire il me faut 10 millions. Et tu vas peut-être même arriver à 1 milliard et peut-être même que cette partie-là va avoir peur encore et peur encore et peur encore. Et c'est ce que moi, tu vois, qui travaille avec des joueurs high-tech depuis très longtemps, qui ont gagné beaucoup d'argent avec le poker, tu retrouves une insécurité intérieure que tu as exactement pareil que chez des joueurs un peu débutants, qui n'ont pas de rôle, qui ont une situation un peu délicate et tout. Et c'est ça qui est drôle, c'est que d'un côté, eux, ils ont peur parce que les joueurs débutants, leur situation est à construire et peut-être qu'ils vont échouer et tout ça, ça active beaucoup de peur et d'insécurité. Mais un joueur qui est en réussite, qui a 10 ans de pratique derrière lui, qui a gagné beaucoup d'argent, peut avoir exactement la même insécurité. Comme si en fait la compétence à apprendre, c'était vraiment se distancier de cette partie en nous qui, quoi qu'on fasse, quoi que soit notre niveau de BR, en fait, aura toujours cette insécurité. Je sais pas si ça résonne en toi ou quoi. Ouais, ça fait clairement sens. Je pense aussi qu'il y a un truc, c'est le phénomène d'accoutumance. Au bout d'un moment, quand tu as atteint une Ouais. certaine somme et que tu es habitué, bah, tu veux forcément passer au next step. Moi, quand je suis arrivé en Estonie, mon but avec le poker, de base, c'était d'être libre financièrement. Je n'avais Mmh. pas forcément d'objectif d'être vraiment numéro un pour toujours, etc. Et au final, bah, quand
j'ai eu ça, j'ai eu un peu une démotivation, parce que je m'étais un peu en mode, bon, bah, objectif fixé, Mm. et j'avais plus trop de buts. Mais au bout d'un moment, forcément, accoutumance, Mm. nouveau but, accoutumance, nouveau but. Et Et ça peut être un piège ouais, auquel il faut faire attention en venant compenser ça avec beaucoup de gratitude par rapport à ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà, tout ah, ça. Et exactement, cet c'est super équilibre entre important. ambition et Mm. gratitude, ça crée en fait une espèce de paix de l'esprit où, ok, je suis déjà complètement satisfait de moi, je me sens plein, en fait. Et avec cette énergie-là, bon, ben, je continue à bâtir parce que je me sens bien sur le chemin. Et tu as des gens, en fait, malgré tout ce qu'ils font, ils se sentent vides intérieurement parce qu'ils n'ont pas assez conscience, en fait, de la chance qu'ils ont, de ce qu'ils ont bâti, etc., etc., quoi. Toi qui côtoies des joueurs de haut niveau, toi qui en es un, quelles sont les qualités que tu retrouves chez beaucoup de tes coachs dans Poker Mm. University ou des gens que tu côtoies? Très ouvert, je dirais, genre, très ouvert d'esprit, pour la plupart, pas tout le monde. Réfléchi. Je pense que la réflexion, c'est vraiment, si on me dit un truc qui est important, genre le seul truc pour moi, ce serait la réflexion, ou toujours essayer d'aller chercher par soi-même les meilleures lines, les moves possibles, etc., etc., parce que c'est vraiment comme ça qu'on construit des thinking qui performent sur le long terme. Donc, pour moi, Est-ce que vraiment tu laisses l'élément une important. place à l'intuition in-game dans ton jeu? En fait, oui, mais pour moi, l'intuition, elle arrive uniquement quand tu as amassé une quantité d'expérience qui est très grande. Tu parles de l'intuition quand tu commences. Enfin, c'est comme si moi je te dis que j'ai l'intuition des échecs, je sais pas jouer aux échecs. Ouais. C'est pareil. Donc l'intuition, elle se construit au fur et à mesure. Et après, très clairement, ouais, il y a une place pour l'intuition, que j'encadre bien évidemment. Hein. Je vais pas, juste pour l'intuition, commencer à faire vraiment n'importe quoi. Mais globalement, quand j'hésite entre les deux, je vais plus faire appel au feeling du spot. Donc ça va être vraiment en dernier quand je dois décider entre call et fold et que c'est vraiment très close, bah, je vais plutôt aller tendre vers soit mon intuition, soit mon intuition de quelle pourrait être la bonne décision à prendre. Donc, typiquement, moi, ce que je conseille beaucoup dans Poker University, et ça fait partie un des concepts qu'on voit, c'est le concept de certitude, où en fait, tu gagnes en moyenne plus de V à jouer une action qui est plus certaine, une action incertaine. Et donc, intuitivement, quand je suis dans un spot, ce qui va me faire tendre à la meilleure décision, c'est La plus l'action certaine. certaine. Ok, Ouais. d'accord. Et, Est-ce que tu vois une différence entre des joueurs excellents et des joueurs qui sont bons? Quelle est la différence? Quelles sont les compétences peut-être que les joueurs excellents hmm, ont? Quand tu regardes un peu peut-être tes coachs, sans citer, mais tu en as peut-être certains qui sont au-dessus d'autres et tout. moi, je pense l'expérience, ça compte quand même beaucoup. C'est un truc que je voulais pas voir quand je suis arrivé il y a genre 3 4 ans. Mais c'est vrai qu'entre 3 4 ans et il y a 3 4 ans, mon jeu, il a rien à voir. Et il y a une partie expérience qui rentre dedans. Il y a aussi une partie... euh, je dirais, c'est vraiment aller au fond des choses. Je pense qu'il y a plein de thèmes et je suis un peu matrixé par ce thème parce que je vois que c'est vraiment ce qui fait la différence. Mhm, C'est aller au fond des choses par soi-même. Et également, je pense que les gens travaillent de manière un peu plus méthodique sans le savoir. mhm. Aussi, et juste ouais, plus smart dans son jeu aussi, je D'accord. pense. Euh, Rationalité, réflexion, aller au bout des choses, la puissance J'avoue du que j'ai du mal à répondre à la focus. question sur celle-ci. Là, j'ai du Bon, mal à trouver des éléments elle est qui assez sont fine vraiment hein, quand adéquats. même. Comment tu Ouais. travailles ton jeu, toi, et combien d'heures tu passes au travail du jeu par jour ou par semaine? Euh, alors en ce moment, je joue moins et je travaille mon jeu. Je travaille toujours. Au niveau du travail du jeu, j'essaie quand même, je fais toujours minimum 1 heure par jour. Mhm. C'est un peu mon habitude. D'ailleurs, la construction des habitudes, je ne l'ai même pas dit, mais c'est aussi super important. Parce que ça permet de faire des choses avec moins d'efforts. Donc je travaille mon jeu toujours 1 heure par jour. Et au niveau du mental, de temps en temps avec toi, via Le coaching, combien on passe? le coaching, ouais. Et voilà, globalement. Des fois, je fais beaucoup plus. Si jamais on inclut les coachings dedans, on est plus aux alentours de 2 heures. Mhm. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu as eu des aha moments dans ta carrière? Alors tu dis que ton jeu a vraiment évolué là sur les 2, 3 dernières années. Est-ce que tu as eu des déclics, peut-être, des choses comme ça? Hum, En fait, au début, j'avais une approche qui était complètement différente. Et c'est pour ça que je gagnais même pas en... Quand je suis arrivé en 50 au bout de 2 ans et je fais que de la théorie vraiment plusieurs heures par jour, je gagnais pas. Parce que j'avais une approche qui était beaucoup trop orientée solver. Mhm. Et je suis vraiment pas en train de te dire que c'est pas important, hein. C'est giga important et pour trouver les exploits, il faut bien connaître la théorie. Faut pas jouer sans. Mais j'avais une approche qui était beaucoup trop solver orientée et qui n'était pas assez orientée sur d'où vient mon EV. Mhm. Comment je maximise mon EV. Mhm. Et ça, c'était un truc que Léo, du coup, mon premier stacker m'avait dit. C'est qu'il faut que tu focuses plus sur qu'est-ce qui fait que dans telle ou telle line, tu as plus de V. À partir du moment où du coup je me posais les bonnes questions in-game et que j'étais pas en mode bah,
quel move théorique il faut faire, mais j'étais en mode quel move permet de maximiser mon EV. Ça a forcément changé beaucoup de choses, parce que du coup, je me pose une question qui va m'apporter des résultats sur le très long terme, parce que si tu la poses à chaque fois, forcément, ça va faire Bien sûr. une différence. D'accord. Donc plutôt focus sur les EV dans chaque main, quelque part, à travers les lines, Mm. à travers les sizing, à travers... À travers tout, c'est-à-dire à travers l'expérience que tu as de comment joue la personne, ça va être ses timings, ça va être le profil exact, ça peut être même ses stats. C'est vraiment un conglomérat de choses et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et pour prendre l'action contre un joueur précis. Et aussi, je pense que c'est un truc qui a changé, c'est que je pense qu'au plus tu t'améliores et au plus tu gagnes en niveau, à plus tu te rends compte que même en high stakes, il n'y a aucun monde où les gens sont proches de la théorie dans tous les Hmm, spots. ouais. Alors, Quel donc, conseil tu donnerais à un jeune là, qui écoute cette interview et allez, on va dire qu'à ton âge peut-être, ou qu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on va dire 18 ans parce que 16 ans c'est pas légal de jouer au poker, mm. et qui a envie d'avoir un peu ton cheminement, ça serait quoi pour toi les points forts J'aime beaucoup cette question parce que c'est une question aussi qui a été posée dans pas mal d'interviews que tu posais avant et dans certains interviews de Kikit aussi. Et, euh, et cette question-là, j'y ai réfléchi et quand j'ai réfléchi, je me disais quel conseil je vais donner à moi plus tard. Mhm. Et un truc qui est revenu, c'est que je pense qu'il faut vraiment, ça revenait, excusez avant, trouver un mentor. Pas forcément besoin d'un coach, hein, ça peut aussi être bien un coach, mais une personne qui peut nous dire, là tu dois faire ça, là tu dois faire ci, là tu dois faire ça. Donc, trouver un mentor et juste ne pas se trouver d'excuses. Globalement et surtout là-dessus, parce qu'au final, si vraiment tu cherches, tu vas trouver, hein. Mhm. Tu vas sur tous les forums, tu DM plein de gens, etc. Donc se trouver un Et mentor. numéro un, se trouver un mentor. Est-ce que tu Ouais. vois d'autres choses qui te semblent essentielles pour réussir au poker aujourd'hui? Et moi, je dirais qu'il faut se poser les questions si on joue pour les bonnes raisons ou pas. Quelles sont les motivations derrière? Est-ce que les motivations sont suffisamment fortes? C'est un truc que je répète souvent, c'est que je trouve que la discipline, elle est un petit peu trop surcotée. Je m'explique. Si moi, on me demande d'être discipliné pour les construire des bâtiments la journée, la réponse c'est strictement non, parce que je n'aime pas ça. Par contre, la question c'est que je suis discipliné pour le poker. J'ai envie de te dire oui, mais la discipline elle vient naturellement parce que j'aime bien ça. Mhm. Et moi au début, quand j'allais au front, enfin, que j'allais in-game sur les premiers jours où je jouais à partir de 2 ans et que je perdais, en fait je retournais non pas par dépit, addiction ou autre, mais juste parce que j'étais passionné et qu'en fait du coup tu restes dans la boucle. Donc je dirais qu'il faut jouer pour les bonnes raisons, voir si on est bien passionné. Et après en troisième, se demander ce qu'on apprend et juste améliorer ses méthodes de travail. Toi, tu disais x2, mais moi, je pense que tu peux même faire encore plus. Quand Alors, je regarde tout quand, ce que quand je j'ai dis fait, x2, c'est en fait les travaux d'Anders Ericsson sur ouais, ouais, bien sûr. une moyenne générale entre des gens qui Ok, ok. appliquent une pratique délibérée et les gens qui ont une méthodologie naïve. Et je C'est pense qu'au minimum du je x2. pense qu'au poker, c'est même plus. Ok, Après, faut pas tomber dans le OK, bah c'est cool, je vais faire ça 30 minutes par jour uniquement un truc précis, ça marchera pas. bien sûr. Faut quand même investir du temps. Donc venez dans Mais PMS si vous voulez des super méthodologies d'apprentissage. On travaille ça mais, exactement, ouais. au quotidien. Euh, Exactement. Moi, j'avais rejoint en 2020 et c'était au moment où j'avais Pump en plus. Et ça m'avait cassé, surtout une des barres que ça m'avait cassé. C'est au début, je voulais vraiment, on en avait parlé, j'avais pas envie de me faire exploiter. Genre, j'avais vraiment peur. Hmm, Des fois, je fais des calls que je savais que c'était perdant, mais je hmm. voulais juste pas que le mec puisse overlearn dans ce spot-là. Et la clé que tu m'avais donnée, oui, il y en avait plusieurs. Une des clés qui m'avait aidé, c'était le fait que si tu focuses uniquement sur ton EV, en fait, c'est pas grave si tu as un mec là qui va t'exploiter si jamais tu maximises ton EV contre la plupart des joueurs. Hmm. Et juste aussi le fait d'accepter au final. Donc là, ouais, ça m'avait beaucoup aidé aussi Le là-dessus. fait de Ça jouer rejoint le stratégie contre stratégie et pas le prendre personnellement, par exemple, tu vois, c'est Exactement. des trucs comme ça. Et c'est vrai que parfois on a des choses qui coincent dans le cerveau et qui font que notre comportement, malgré tout ce qu'on fait rationnellement, techniquement, stratégiquement, in-game, au table, il y a des choses qui coincent parce qu'il y a une partie mentale qui met un coup de frein à main, quoi. Est-ce que ça, tu le vois chez des joueurs d'ailleurs qui sont dans Poker University? Tu peux répéter la question pour Est-ce que que je tu sois d'avoir bien vois compris. des joueurs qui ont pour toi un super potentiel dans le travail à froid, tu vois, dans les coachings et autres, et in-game, ils font des choses qui coincent, qui vont pas. Ah oui, oui, clairement, mais c'est pour ça qu'on propose du coaching mental dans Poker University et t'es coach mental dedans, c'est que on se rend compte que parfois il y a des joueurs qui font tout bien, mais juste des fois ils ont juste peur. Hmm. Ouais, je pense que tu l'as vu aussi, il y a des joueurs ils ont peur de faire les overbets 3 fois le pot ou Ouais, 10 non, fois le c'est pot comme clair. il Ouais. faut. La peur, c'est vraiment un Et truc qui coince complet, quoi, de façon c'est ça, générale. et du coup ça se répercute sur leur jeu,
ils ont peur de jouer, du coup ils travaillent un peu moins. Et où il y en a plein en fait qui ont vraiment ouais, un blocage par l'aspect mental. Hmm. Voilà. Quelles sont tes ambitions là pour la suite? C'est une bonne question. Moi, je suis même toujours en train de continuellement les revoir. Je dirais qu'au niveau du grind, c'est aller chercher le meilleur win rate possible. Moi, je Mhm. suis un joueur motivé par le win rate. Je joue très peu de tables. Je sélectionne mes tables. Mhm. Alors, je suis pas non plus une sélection à fleur, mais voilà, je suis concentré sur le win rate. Aller chercher le meilleur win rate possible. Continuer à me développer sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne anglaise ou sur ma chaîne française. Et après, continuer à faire prospérer Poker University. Les gens sont déjà très contents, mais continuer encore plus Mhm. à rendre le service parfait. Et j'en serais ravi et épanoui. Je suis aussi arrivé à un stade où si je fais que jouer au poker, ça m'épanouit moins que Mhm. si je faisais ça à côté. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé d'abord les chaînes YouTube, c'est que ça me permettait d'aider à faire progresser d'autres gens et de m'épanouir moi à faire quelque chose de différent et qui peut me rapporter sur plein de points. Ok. Top. Allez, pour peut-être finir, est-ce que toi déjà tu as une question que tu aimerais me poser Ouais, moi j'avais une question que j'aimerais te poser. C'est qu'on parlait de la différence entre un bon et un excellent joueur. Pour toi, c'est quoi la Ah, c'est différence? une très bonne question, pareil. Déjà, je pense que la différence, elle est vraiment ténue, mais vraiment plus ténue qu'on peut l'imaginer, et que très souvent, on met le mot de génie sur certains joueurs, alors qu'en fait, ils sont peut-être, mais vraiment un tout petit peu au-dessus, mais vraiment un tout petit peu au-dessus. Et je pense que le mot consistant, c'est quelque chose que je retrouve chez des gens qui ont un niveau de jeu vraiment très bon, mais qui arrivent surtout à le maintenir jour après jour, semaine après semaine, Mhm. et surtout peut-être année après année, ils restent toujours très bons tout le temps. Et je vois des joueurs qui sont mais vraiment excellents pareil, voire peut-être parfois un peu meilleurs, mais qui ont des variations beaucoup plus importantes. Et ça, à long terme, je pense que ça fait une grosse diff, quoi. Donc moi, je dirais le mot consistant, c'est quelque chose que je peux voir assez souvent, ouais. Ok, Allez, tiens, une question originale. allez. Si tes enfants écoutaient cette interview dans quelques années, quel serait le message que tu aimerais qu'ils entendent? Ah, c'est intéressant. Je dirais il faut ce qu'ils fassent, qu'ils apprécient, Ouais. et que papa leur laissera pas d'héritage. Non, je Ah, rigole. bah, putain, Non, non, ouais. non, non, mais bon, après, c'est ma vision, mais non, pour moi, il faut qu'ils focus sur ce qu'ils fassent, enfin, ce qu'ils aiment faire. Hmm. Et même si leur père ou leur mère veulent qu'ils fassent autre chose, juste qu'ils se concentrent sur ce qu'ils aiment faire. Parce que les EV sont tellement différentes. Tu vois, au poker, les EV sont toujours un peu proches. Hmm. Dans le sens où, en soi, même si tu fais une blunder, au pire, tu perds son buy-in. Hmm. En gros. Et dans la vie, ça compte même pas ça peut, des fois, ça se compte en centaines de milliers de buy-in, voire Hmm. millions de buy-in, en fait. En Et le bonheur, lever que tout tu as à faire un simplement, truc que quoi. t'aimes, Ouais, ouais. elle est exceptionnelle. Et c'est directement relié à la réussite que t'avais. Parce que typiquement, moi, si jamais j'avais fait ingénieur, je trouve, j'aurais même pas réussi. Si j'ai fait médecine, j'aurais tenu une semaine. Il y a une Donc, phrase que j'ai dite il n'y a pas longtemps, je ne retrouvais peut-être pas la citation exacte, mais en gros, une structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et donc, quand on pourrait parler de raison d'être dans le sens de faire vraiment ce qui est important pour nous, ce qu'on aime faire, ce qui nous anime profondément à l'intérieur, et on sent qu'ingénieur, c'était pas ta raison d'être, et que joueur de poker, c'est peut-être un peu plus, et que peut-être toucher, tu vois, différentes casquettes est vraiment quelque chose qui bah, t'épanouit. Voilà. L'idée, c'est que bah, si malheureusement on ne suit pas ça, mais il y aura une partie en nous qui s'autodétruira via de l'autosabotage, des choses comme ça, quoi. Ok, bah super. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin pour tous ceux qui vont écouter cette interview? abonnez-vous à la chaîne de Laurent. Il fait des très bonnes vidéos et il y a des Abonnez-vous très très bonnes vidéos qui vont venir après en plus. à la tienne Donc, aussi. Tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne? Yolan Cohen FR et Yolan Cohen anglais. Et D'accord. puis voilà. Et si vous êtes intéressé du coup pour postuler pour Poker University, vous pouvez postuler Top. via des liens. Je rappelle également que pour tous ceux qui veulent éviter de faire 10 erreurs majeures que moi je vois à travers tous les coachings que je fais, vous avez là dans les commentaires, dans la description de la vidéo, pardon, un lien. Vous cliquez dessus, ça vous demande votre mail et vous allez recevoir 10 mails avec chacune des erreurs en fait, souvent commises. Et rien que de savoir ça, ça permet d'éviter de les reproduire. Merci encore Yolan d'être venu.
Merci pour tout ce que tu fais aussi. Ah, merci à toi, Et Laurent. Et bravo puis, pour la qualité de ton travail de façon générale, la qualité de ta réflexion. À 22 ans, être à ce niveau-là, moi je suis admiratif, donc un grand bravo pour ça. bah, je te remercie. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Je te le souhaite aussi. Allez, merci Merci à beaucoup. tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.